Ouverture aujourd'hui de la 6e réunion annuelle conjointe des ministres de l'économie et des finances, de la planification et du développement économique de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique. Une tribune pour approfondir les politiques industrielles pour le développement du continent noir. Il est satisfaisant, le bilan commercial des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Information donnée ce matin au cours de la rentrée solennelle de l'Association des professionnels des banques et établissements financiers, APBF-CI. Et puis la situation politique en Centrafrique après la prise de pouvoir par les rebelles de la Séléka, après une offensive éclair lancée pour renverser le président François Bozizé au pouvoir depuis 10 ans. Le président déchu a quitté la capitale et il serait au Cameroun. Voilà pour le sommaire, il est 20h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h. Vous le savez, Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, était en visite officielle puis privée ici en Côte d'Ivoire. Il a quitté Abidjan cet après-midi après presque une semaine passée dans le pays. Comme vous le voyez sur ces images, Mohamed VI était accompagné à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le président Alassane Ouattara, le chef du gouvernement, la grande chancelière de l'ordre national et plusieurs membres du gouvernement. Le roi Mohamed VI était en visite officielle en Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, une visite au cours de laquelle plusieurs accords de coopération ont été paraphés entre le royaume chérifien et la Côte d'Ivoire. Mohamed VI est attendu au Gabon. Lui aussi a quitté Abidjan cet après-midi. Le président Alassane Ouattara a quitté la capitale économique ivoirienne pour Durban, en Afrique du Sud, où il prendra part au 5e sommet des pays membres du BRICS, entendez Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, qui se tiendra les 26 et 27 mars prochains. Thème de la rencontre, les BRICS et l'Afrique, un partenariat pour le développement, l'intégration et l'industrialisation. Le chef de l'État participera sur place en Afrique du Sud à une séance de travail avec le nouveau président chinois Xi Jinping jeudi prochain. Avant de s'envoler pour le pays de Mandela, Alassane Ouattara a ouvert officiellement ce matin à l'Hôtel Ivoire les travaux de la 6e réunion annuelle conjointe de la conférence des ministres de l'économie et des finances de l'Union africaine et de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique de la Commission économique pour l'Afrique. Une tribune pour approfondir les politiques industrielles pour le développement du continent, nous dit Awa Touré. Cette rencontre annuelle organisée par la Commission de l'Union africaine et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique vise à déterminer les obstacles à l'émergence de l'Afrique en vue de lui permettre de faire face aux nouveaux défis du développement. Au nombre de ces défis, l'industrialisation. L'industrialisation qui, selon le président du bureau sortant, Désiré Guedon, ministre gabonais en charge de l'économie, de l'emploi et du développement durable, peut être le moteur du développement. Pour le secrétaire général adjoint de l'ONU et secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, Carlos Lopez, il est temps de capitaliser la performance actuelle de l'Afrique et d'en faire une base pour la transformation structurelle, avant d'ajouter que l'industrialisation est indispensable à cet objectif. Qu'à l'avenir, le maître mot à la CA sera l'Afrique d'abord. Par cela, nous voulons dire que nous allons privilégier les intérêts de ce continent dans tout ce que nous faisons. Cela signifie aussi que nous nous attaquerons aux questions nouvelles et aux autres en fonction de leur impact sur l'Afrique. Nous devons conduire le processus de transformation structurelle sur la base de la vision et les priorités africaines. Le temps d'agir est venu et si nous ne prenons pas des mesures immédiates, cette occasion risque de ne plus se présenter avant une autre génération. La présidente de la Commission de l'Union africaine a pour sa part relevé que cette réunion conjointe est une opportunité au moment où l'Union africaine s'apprête à souffler ses 50 bougies, de célébrer la réussite et tracer les sillons de l'avenir du continent pour les 50 prochaines années. Se prononçant sur le thème, le président de la République Alassane Ouattara a indiqué que le défi de l'émergence passe par l'accélération de la transformation des pays africains, la sécurité et la stabilité. Le défi de l'émergence est donc d'accélérer la transformation de nos économies pour accroître la part des activités industrielles dans nos pays et le poids des exportations des produits manufacturés dans le commerce mondial. Il nous faut un cadre macroéconomique stable
et l'amélioration de la compétitivité de nos économies. Et ceci nécessite également la mise en place d'infrastructures économiques nécessaires, notamment les questions d'énergie. En Côte d'Ivoire, nous avons fait le constat que nous n'avons pas réussi, bien que nous ayons un des secteurs manufacturiers les plus importants en Afrique. C'est pour cela que le plan national de développement, qui a été adopté par le gouvernement, qui couvre la période 2012-2015, définit une stratégie très claire en la matière et surtout avec comme objectif de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Nous avons défini les secteurs clés pour avoir une croissance forte et durable et surtout pour réduire le taux de pauvreté qui était de 50% en 2010 et que nous comptons réduire de moitié, c'est-à-dire à 25% en 2015 et continuer de réduire ce taux à l'horizon 2020 quand nous serons un pays émergent. Nos pays doivent mettre de l'ordre dans nos économies. Nous devons travailler à la stabilité politique. Cela nécessite la démocratie, la protection des droits de l'homme, des citoyens, la protection des libertés fondamentales. Car sans cela, nous n'aurons pas l'épargne de nos concitoyens et nous n'aurons pas les investissements privés. Mais je suis convaincu que les conclusions et recommandations de vos travaux devront permettre d'atteindre nos objectifs. En marge de cette réunion conjointe annuelle, le président de la République Alassane Ouattara s'est entretenu avec la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, et le secrétaire général adjoint de l'ONU et secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, Carlos Lopez. Et puis on vient de l'apprendre, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement ivoirien, Albert Mabry Touaqueux, vient d'être élu président de la Commission économique pour l'Afrique en remplacement du Gabonais Désiré Guedon pour un mandat de 1 an. Le ministre Albert Mabry Touaqueux sera l'invité de l'édition de 20h demain. Dans le même registre, un protocole d'accord a été signé ce matin entre la Côte d'Ivoire et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, CEA. Objectif, renforcer la coopération entre l'institution et le pays. Le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, a assisté à cette signature avant de se rendre à la cérémonie officielle d'ouverture de la 6e réunion annuelle conjointe dont nous avons parlé tout à l'heure. Le point avec Alexis Ouetraogo. Moins d'une demi-heure avant l'ouverture officielle de la 6e conférence conjointe des ministres des plans et des finances de l'Union africaine, ainsi que celle de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, a veillé à la bonne signature d'un protocole d'accord reliant la Côte d'Ivoire à l'institution. Nous venons de signer formellement donc l'accord qui formalise l'accord de notre pays auprès de ces deux institutions à accueillir cette 6e réunion. Les Africains vont réfléchir 2 jours durant aux sources de financement de leur industrialisation. Cette rencontre annuelle organisée conjointement par la Commission de l'UA et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique entend les aider à mieux appréhender leurs problèmes. Objectif, faire face aux nouveaux défis du développement. En bref, sachez que la ministre ivoirienne de la Communication est au Burkina Faso. Maître Foussiata Bambalamine a procédé aujourd'hui à la signature d'un accord dans le domaine de la communication entre Abidjan et Ouagadougou. Elle reprend ses droits dès demain mardi sur les antennes de la chaîne qui rassemble. Après plusieurs mois, l'émission RTI 1 reçoit de retour. Cette émission critique de la rédaction de RTI 1 fera peau neuve dans de nouveaux habits, bien sûr. Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Niamien Kona, en sera l'invité. Un avant-goût avec Francis Boifo. 90 minutes, c'est le temps de l'émission RTI 1 reçoit. La nouvelle formule démarre ce mardi 26 mars à 21h. Victorien Angwa et des confrères de Radio Côte d'Ivoire et de la presse écrite seront face au ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Niamien Kona. La maîtrise de l'effectif et de la masse salariale des fonctionnaires et agents de l'État, la moralisation de l'administration publique, la modernisation des services par l'instauration du système intégré des fonctionnaires et agents de l'État SIGFAE, la question du recrutement de nouveaux fonctionnaires sont au centre des échanges. Les téléspectateurs peuvent participer à l'émission par téléphone
ou à travers des réseaux sociaux. Les activités des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire au titre de l'exercice 2012 ont connu une hausse variant entre 6 et 15% par rapport à l'exercice précédent, constat fait par l'Association des professionnels des banques et établissements financiers. C'était ce matin à l'occasion de la rentrée solennelle de l'association. Les précisions de Noël Niagno. Premier indicateur de ce tableau reluisant des activités bancaires en Côte d'Ivoire au titre de l'exercice 2012, le crédit à la clientèle. 2134 milliards en 2011, 2354 en 2012, soit une hausse de 10%. Hausse aussi des dépôts de l'ordre de 6%. Dans le cadre des politiques de proximité, le nombre d'agences a varié de 14%. 40 agences en 2011, 620 en 2012, avec un impact notable, l'augmentation du nombre de comptes de l'ordre de 130% et l'amélioration du taux de bancarisation qui est de l'ordre de 14%. Corollaire de cette augmentation, l'effectif, il s'est accru de 10%. Dernier indicateur retenu dans ce tableau, le nombre d'établissements financiers. 2 nouvelles banques venues du Maroc et du Nigeria ont obtenu leur agrément d'exercer en Côte d'Ivoire. Au-delà de ces indicateurs, le Conseil exécutif a mis en œuvre des activités avec un point d'honneur à l'organisation de la journée des banquiers en Côte d'Ivoire consacrée au secteur de l'immobilier avec à la clé des acquis notables. Nous avons été associés aux différents projets d'arrêtés ou de décrets qui ont été pris dans le cadre de la réforme du CDMH, également du FSH. Et nous avons été reçus également en audience par M. le ministre afin qu'on puisse apporter notre contribution, d'accord, à l'élaboration des tests qui sont en cours, notamment dans le cadre du financement des logements sociaux. Les banques sont partantes pour en fait, le financement des logements sociaux dans le cadre du mécanisme qui est en train d'être mis en place. Voilà, nous avons fait nos observations également là-dessus. Donc je pense que le processus doit être lancé au niveau du gouvernement afin que les banques se l'approprient et effectivement financer aussi bien les promoteurs que les acquéreurs qui vont participer à ce processus-là. Prochain challenge des banquiers, le secteur agricole. Ils se sont déclarés disposés à pénétrer ce secteur dès qu'il sera sécurisé. Des ingénieurs du Bureau national d'études techniques et de développement BNET sont actuellement formés par un expert français sur l'utilisation du fer dans les ouvrages comme les ponts et chaussées. La formation vise le renforcement de leurs connaissances sur cette technologie, nous dit Alouarassa. L'utilisation du fer dans la réhabilitation et le développement du réseau routier ivoirien va se faire de plus en plus. Des ingénieurs du Bureau national d'études techniques et de développement BNET sont formés à l'évolution de cette technologie. De façon traditionnelle, nous faisons des ponts en béton. Mais aujourd'hui, compte tenu des objectifs qui ont été fixés par le président de la République, à savoir construire 1000 ouvrages d'ici 2015, nous avons estimé qu'il fallait explorer évidemment de nouvelles voies, notamment la construction de ponts métalliques. En termes donc de gain de temps, en termes d'économie, parce que figurez-vous que pour réaliser un pont traditionnel, nous pouvons mettre une année, alors qu'un ouvrage métallique, on peut mettre le tiers de ce temps. Donc nous pouvons gagner en temps, nous pouvons gagner aussi en économie parce qu'il est démontré à travers le monde entier que les ouvrages métalliques, bien souvent, coûtent moins cher que les ouvrages traditionnels que nous faisons en béton. Pour l'expert français, cette formation va permettre aux ingénieurs ivoiriens de maîtriser la conception générale des ouvrages métalliques. La formation, elle va être sur les bonnes méthodes pour la conception des ouvrages d'art métalliques afin que les ingénieurs de Côte d'Ivoire puissent élargir leur champ de qualification qui est actuellement restreint principalement sur les ouvrages d'art en béton. Avec l'acquisition de cette nouvelle technologie par les ingénieurs ivoiriens dans la réalisation des ouvrages d'art métalliques, le fer va donc refaire son apparition dans la construction des ouvrages comme les ponts. Un mouvement de grève perturbe le déroulement des activités dans certains établissements scolaires. Depuis ce matin, une grève organisée par l'intersyndicale du secteur éducation-formation. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a produit un communiqué pour la reprise des cours. En voici la substance avec Mamadou Kwasi. L'école ivoirienne connaît encore des perturbations. Depuis ce matin, des enseignants membres de l'intersyndicale du secteur éducation-formation mènent un mouvement de grève.
Ils protestent contre la ponction qu'aurait subi leur solde du mois de mars pour la grève tenue du 4 au 10 février dernier. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, dans un communiqué, invite à la reprise des activités et réaffirme la volonté du gouvernement à respecter ses engagements. Le salaire étant par définition la contrepartie d'un travail accompli, comment des agents qui n'ont pas travaillé peuvent-ils raisonnablement réclamer un salaire? Le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique réaffirme son engagement à créer les conditions du respect du temps de travail imparti en vue de protéger le droit à l'éducation des enfants de Côte d'Ivoire. Soucieux de la nécessité de préserver un climat de paix et de cohésion au sein de l'institution scolaire, le ministère a de tout temps privilégié la concertation avec acteurs et partenaires comme principale modalité de recherche de solutions aux maux qui minent l'école. Ce mouvement de grève intervient après la rencontre avortée avec le Premier ministre le 12 mars dernier. En 6 mois de cours, ce mouvement de grève est le 4e du genre, une situation qui pourrait sérieusement affecter les résultats scolaires. On reste en éducation. Je vous propose maintenant de suivre la substance de cette conférence de presse du ministère de l'Éducation nationale sur la fraude d'un réseau de recruteurs d'enseignants. C'est avec Sylvie Touré. Plus de 250 instituteurs fraudeurs épinglés par le ministère de l'Éducation nationale. Ils se sont servis de faux documents de mutation pour changer de poste moyennant une somme allant de 100 à 150 000 francs CFA, a révélé l'enquête. Eu égard à la gravité de la fraude, une plainte a été déposée auprès de la police criminelle par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et l'enquête suit son cours. Toutefois, le ministère se réserve le droit de prendre des mesures conservatoires, notamment la mise sous contrôle des salaires des mises en cause qui n'ont pas encore rejoint leur poste d'origine. En plus de ces enseignants indélicats, un réseau de recruteurs d'enseignants a été démantelé. Le ministère tient à signaler qu'il ne se reconnaît nullement dans de telles pratiques et que les seuls modes de recrutement d'enseignants se font par voie de concours. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique entend afficher la plus grande fermeté dans la lutte contre la fraude et tous les contrevenants devront répondre de leurs actes devant la loi. Ces réseaux de fraudeurs ont été démantelés sur toute l'étendue du territoire, notamment dans les zones centre, nord et ouest. Les enquêtes se poursuivent pour extirper du système éducatif tous les acteurs qui mettent à mal la mission du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, compromettant ainsi l'avenir des milliers d'élèves. En agriculture, on fait un tour à Méagui, c'est dans le sud-ouest du pays. Une région particulièrement riche en coopératives agricoles. Au moins 1500 coopératives ont été enregistrées. L'une d'elles a été distinguée par le Conseil Café Cacao. Il s'agit de la coopérative Ecamom. Elle enregistre la meilleure productivité et la meilleure qualité des fèves. Le point avec Eugène Atoubé. Dans la région de Soubré, la coopérative modèle, la référence et la mieux structurée selon les statistiques des responsables du Conseil du Café du Cacao, c'est Ecamom, entreprise coopérative des agriculteurs modernes de Méagui. À son honneur, de nombreuses actions qui participent de l'amélioration des conditions de vie des producteurs membres et la pérennité de la cacaoculture. Le Conseil du Café Cacao, notamment l'État de Côte d'Ivoire, a fixé un prix de 725 francs, prix minimum garanti. Et aujourd'hui, Ecamom paye son cacao à 750 francs. Sur cette base, déjà, le producteur bénéficie déjà des retombées de la bonne gestion d'Ecamom. À Kragui, l'une des 9 sections que compte la coopérative Ecamom, les producteurs membres se sont accordés sur la gestion de la campagne 2012-2013 qui tire à sa fin. 7 000 tonnes de cacao collectées, dont 1 millier certifiés. Un excédent de près de 23 millions et plus de 50 millions de francs CFA distribués aux producteurs comme prime. Le prix de la bonne pratique agricole, observé par la coopérative Ecamom, forte de 1000 membres. Nous avons construit 3 classes à Kragui. En plus de ça, nous avons obtenu forage. Nous aidons les planteurs, les préscolaires. Bon, d'autres aussi ont perdu des parents au village, ont tantôt des problèmes ici. On fait face à tous ces problèmes-là. Voilà pourquoi nous sommes comme ça aujourd'hui.
Ce qui frappe dans cette région de Soubré, zone de forte production cacaoyère, c'est que les producteurs ont entièrement adhéré à la réforme de la filière café-cacao. Ils attendent maintenant que l'État les accompagne de leur quête de progrès. C'est que dans nombreuses zones de production, notamment dans le département de Miyagi, les populations sont toujours sans eau potable, sans électricité et l'accès aux soins de santé demeure encore difficile. Il en faut des actions pour transiter vers une économie verte en Afrique. C'est l'appel des experts en environnement réunis au sein du groupe d'experts du Bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest. En réunion dans la capitale économique ivoirienne, ils explorent les stratégies en vue de renforcer les initiatives en faveur d'une économie verte dans la sous-région. Patricia Omouetia. Comment passer d'une économie conventionnelle à une nouvelle économie fondée sur des modes plus verts de production? C'est la question à laquelle va tenter de répondre le groupe d'experts du Bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest. Il apparaît de plus en plus que l'économie telle qu'elle est actuellement, si le processus continue, on va assister plutôt à la destruction de l'environnement, destruction des ressources, destruction de l'ensemble des disponibilités et des opportunités pour la lutte vraiment contre la pauvreté. En Afrique de l'Ouest, il existe un fort potentiel de développement de l'économie verte. Il s'agit de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche. Ces activités ont un impact positif sur les autres secteurs économiques et sociaux que sont la santé, l'éducation et l'approvisionnement en eau potable. La gestion de la transition vers l'économie verte nécessite un accroissement des investissements. Cette réunion ad hoc du groupe d'experts va réfléchir sur tous les défis que les pays de l'Afrique de l'Ouest doivent relever afin de se donner les moyens de réussir leur transition vers une économie verte orientée vers un développement accéléré et durable. Ils ont été adoptés en décembre dernier, ces codes et normes de marquage pour la traçabilité des armes, une mesure de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. L'opération, pilotée par le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, aura lieu sur toute l'étendue du territoire national. Sa mise à exécution a démarré. Illustration avec Lassina Ouattara, qui a suivi l'une de ces opérations à Noué, ville située à la frontière ivoiro-ghanéenne. Désormais, les policiers ivoiriens ont leurs armes qui sont formellement identifiables avec des insignes grâce à une opération de marquage pilotée par la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. Opération volontaire avec l'adhésion de la Côte d'Ivoire qui a ratifié en tant que 14e pays en janvier dernier la convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre. Le fait de marquer les armes permettra d'en faire une très bonne traçabilité. Parce qu'il y a le marquage, il est bien défini. Le logo de la CEDEAO, le logo de la Côte d'Ivoire, le logo de l'utilisateur, le numéro de l'arme, pour les armes qui existent déjà dans notre base de données. Donc aujourd'hui, il sera très difficile qu'une arme appartenant à l'État puisse être volée. Cette vaste opération intervient après une formation des officiers ivoiriens des différentes forces, avec le soutien du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, et le gouvernement japonais. Chaque force a d'ailleurs reçu un kit de marquage pour mener à bien cette mission qui se situe dans le cadre de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, ainsi que la sécurisation communautaire. Et quand nous arrivons volontairement, le policier qui est doté se présente à nous avec sa dotation. On vérifie l'arme, les mesures de sécurité d'abord, et ensuite on passe au marquage, c'est-à-dire on fait l'enregistrement d'abord. Le marquage consiste à avoir le logo sur l'arme, ensuite le code du pays, ensuite l'institution, suivi du numéro de série de l'arme. Depuis le processus entamé en octobre dernier, l'équipe en charge de l'opération a sillonné le district d'Abidjan et la région de Yamoussoukro. Ce sont ainsi 4000 armes qui ont été marquées. La Côte d'Ivoire veut se donner les moyens de réussir à la prise en compte du genre dans les institutions du secteur de la sécurité, surtout au sein de la gendarmerie. À cet effet, un voyage d'études a eu lieu au Sénégal récemment pour s'inspirer de l'expérience de ce pays. Un atelier de restitution et d'échange sur cette mission d'études se tient depuis ce matin à Abidjan. Il va durer 2 jours. Les explications du Guervé Blé. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire, le Conseil national de sécurité, l'ONUCI, ont avec de nombreux autres experts pour mission d'identifier et proposer des domaines d'intervention et d'action prioritaires. Ils devraient permettre une meilleure intégration des femmes dans l'armée et leur intégration effective dans la gendarmerie nationale.
Les propositions qui seront faites vont s'appuyer sur les leçons tirées de l'intégration des femmes dans l'armée et la gendarmerie sénégalaise. Le seul problème, c'est qu'il fallait s'adapter, il fallait ouvrir, donc il faut accompagner. L'accompagnement se fait comment? C'est la préparation des cadres que nous sommes à la mixité. C'est fondamental. C'est la préparation de l'infrastructure au niveau interne pour tenir compte des exigences sexospécificités. Nous avons aussi changé de mode de recrutement, les plateaux techniques ont évolué et nous avons aussi repensé le cadre juridique interne pour que les hommes et les femmes que nous sommes puissent trouver leur équilibre dans les systèmes. Initiateur de la récente mission d'études au Sénégal, le Conseil national de sécurité entend renforcer avec le présent atelier les recommandations qui lui sont faites pour la prise en compte effective du genre dans l'armée et la gendarmerie en Côte d'Ivoire. Nos forces de sécurité doivent également fédérer et valoriser toutes les intelligences et les compétences dont dispose la Côte d'Ivoire et donc prendre pleinement en compte les femmes. La prise en compte effective du genre dans les institutions du secteur de la sécurité, que sont l'armée et la gendarmerie ivoirienne, bientôt une réalité. Déjà seront admises cette année les jeunes filles à l'école militaire préparatoire et technique EMPT de Bingerville. La société civile ouest-africaine réunie depuis ce lundi ici à Abidjan pour inviter les États à ratifier la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, ainsi que le protocole de la CEDEAO sur la démocratie, deux instruments indispensables pour la prévention des conflits et des changements anticonstitutionnels sur le continent. Victorine Royobwe. Le Mali, ensuite la Guinée-Bissau et depuis ce dimanche, la République centrafricaine. En un an, il y a eu 3 coups d'État en Afrique. Ces changements anticonstitutionnels ont eu de graves conséquences, entre autres les violations des droits humains et l'appauvrissement des populations. Pour la société civile ouest-africaine, il est temps de cultiver la démocratie et la bonne gouvernance. Et cela passe par la ratification des tests susceptibles de prévenir ces coups de force. La charte africaine de la démocratie, c'est une charte qui bannit toute forme de prise de pouvoir inconstitutionnelle. Adoptée depuis 2007, elle est entrée en vigueur en 2012 et aujourd'hui, il y a plus de 27 États africains qui l'ont signée et qui l'ont ratifiée. Mais nous invitons la Côte d'Ivoire à la signer. Je pense qu'elles vont le faire. Nous invitons le Sénégal aussi. Le président de la coalition de la société civile pour la paix et le développement démocratique en Côte d'Ivoire va plus loin. Malgré les normes, vous avez des coups d'État en RCA, vous avez le coup d'État au Mali. Donc aujourd'hui, ce qui est important de faire, c'est de renforcer les États-nations qui sortent d'une situation difficile pour aller vers des ensembles viables, comme la CEDEAO, l'Union africaine, pour que nous allons ensemble, parce que seul, on ne peut rien. Cette réunion d'Abidjan marque le point de départ du plaidoyer de la société civile ouest-africaine. La cible, les parlementaires chargés de l'adoption de ces tests. J'en viens à cette cérémonie marquant le lancement officiel de l'organisation du Hajj édition 2013. Elle a eu lieu ce matin au plateau. La rencontre placée sous le sceau de la rigueur a été présidée par le directeur de cabinet représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Bamba Cheikh Daniel. Le coût du Hajj pour cette édition est de 2 millions de francs CFA, nous dit Maïsako. La cérémonie de lancement officiel du Hajj, rite de haute portée spirituelle pour l'année 2013, s'est tenue ce lundi sous la présidence du ministère de l'Intérieur, appuyé par la Direction générale des cultes et le Conseil supérieur islamique. Cette année, le coût du Hajj est fixé à 2 millions de francs CFA contre 1 500 000 francs en 2012. En dépit de la bonne volonté du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour rendre accessible à la grande majorité des fidèles musulmans l'accomplissement de ce voyage, le renchérissement des prix liés à certaines prestations de services en Arabie Saoudite ne nous a pas permis d'en comprimer le coût à souhait. Il n'y aura donc pas une réduction sensible du coût du Hajj comme l'ont souhaité nos parents. Le coût du Hajj, au contraire, est fixé à 2 millions de francs CFA cette année. Ce prix du Hajj 2013 est diversement apprécié au sein de la communauté musulmane. Après la crise que nous venons de traverser, ça paraît excessif.
Notre souhait serait que l'État nous aide en subventionnant au maximum la chose pour que nous ayons à payer moins. Il faut l'accepter. Malgré c'est cher, mais ça revient encore moins cher par rapport aux autres pays. 7000 pèlerins sont attendus cette année pour le circuit Abidjan-Médine-la-Mecque-Djeddah-Abidjan. Le Hadj 2013, placé sous le sceau de la rigueur, connaît une innovation de taille. Les inscriptions entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite cette année se feront en ligne. Et d'où donc l'appel pressant du ministre à ce que tous nos parents, tous nos concitoyens, tous les candidats au Hadj respectent les délais prescrits. Les fidèles musulmans désireux d'effectuer le Hadj cette année sont appelés à se faire enregistrer ce 26 mars jusqu'au 31 mai 2013, date limite des inscriptions. Pour terminer l'actualité à l'étranger, les rebelles centrafricains de la coalition Seleka ont pris Bangui hier après une offensive éclair lancée pour renverser le président François Bozizé au pouvoir depuis 10 ans, qui a quitté la capitale et était introuvable dans la soirée. Plusieurs pillages ont été constatés dans la capitale. François Bozizé se trouverait au Cameroun. Voilà qui marque à la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Dans un instant, lundi sport avec toute l'équipe de RTI 1 Sport. Sébastien Rougnen, Daniel Kouebikwalo et Cathy Touré. Moi, je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir.